d'Ibrahima. Ok. Je disais que vu les contraintes de temps d'Ibrahima, peut-être si on pouvait démarrer avec lui le temps qu'il finisse peut-être l'animateur pour le côté IA pourrait se connecter. Oui, bien sûr. Merci. Donc, je lance l'enregistrement et je vous laisse. D'accord. Ok. Bonne session. Merci beaucoup, Seynabou. Bonjour à tous et merci beaucoup à notre animateur, Michel Ibrahima, de nous avoir rejoints pour cette session d'information sur les métiers autour de la donnée. Donc, je vous laisse, vous pouvez faire la présentation. Donc, comme vous voulez, vous pouvez faire la présentation à la fin, répondre aux questions. Sinon, peut-être si vous voulez prendre les questions en même temps aussi, mais peut-être ça risque de prendre plus de temps. Je pense la meilleure approche serait de faire la présentation et après répondre aux questions. En tout cas, ça dépend de vous. Comment est-ce que vous êtes pris? Merci. Vous voyez mon écran? Oui, c'est bon. Ok. Bonjour à tous. Avant tout, c'est un véritable plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Avant de commencer, je tiens à vous féliciter sincèrement pour votre sélection à cette formation. Vous n'avez pas seulement choisi un cursus, vous avez saisi une opportunité stratégique, celle de devenir les architectes d'un monde désormais piloté par la donnée. Bon, je m'appelle Ibrahim Omar Li. Mon parcours de plus de 7 ans en tant qu'ingénieur de données m'a permis d'intervenir au cœur de secteurs critiques comme la banque, les télécommunications et le secteur public, notamment au Trésor national du Niger. Parallèlement à mes fonctions opérationnelles, j'ai l'honneur de transmettre ce savoir en tant que mentor data ingénieur au sein de Force N. Mon objectif aujourd'hui est de vous montrer que derrière le buzz de l'IA, il existe un écosystème de métiers de l'ombre essentiel et passionnant qui constitue la véritable colonne vertébrale de l'économie numérique. Et vous m'entendez? Oui, oui. Mariama? Est-ce qu'ils disent? Oui, on vous entend bien. Bon, comment on va s'organiser aujourd'hui? Je vais d'abord commencer par la définition, c'est quoi la data. Ensuite, parler des principaux métiers, des compétences requises, pas seulement techniques, le parcours de formation qui sont essentiels et qui peuvent vous aider aussi. Le marché du travail, que ce soit ici au Sénégal, en Afrique et actuellement les perspectives mondiales. Et enfin, pour, pour la plupart des personnes qui sont ici, je sais qu'ils sont intéressés derrière par le salaire, la carrière et tout. Donc, on va parler tout un peu concernant les rémunérations et des exemples concrets. Bon, concernant cette image illustre la réalité physique de la data. Avant d'être des graphiques, les données sont des infrastructures massives qu'il faut savoir orchestrer. Donc, on peut définir la data comme un système qui englobe l'ensemble des processus de collecte, stockage, traitement, analyse et restitution des données. Ces métiers constituent l'infrastructure permettant aux organisations de transformer leurs données brutes en informations stratégiques. Donc, l'exemple que je donne tout le temps, c'est les données brutes. Personne n'en a besoin, en fait. Donc, il faut vraiment les nettoyer, les illustrer, et afin de sortir des informations. Donc, à la naissance du Big Data, je sais normalement vous entendez les 3 V, mais actuellement, on en est à 6. Donc, avant, les systèmes qu'on avait avant, donc les systèmes qu'on avait comme les SQL, les plateformes pour le développement et tout, avaient des limites face à l'essor, à l'exploitation ou bien à l'expansion de l'utilisation des données. Donc, le premier V, ce qu'on appelle le volume. Donc, les systèmes qu'on avait avant ne peuvent plus supporter tous ces volumes de données qu'on peut tous les jours. Chacun de nous a un smartphone, les vidéos streaming qu'on regarde et tout ça. Donc, toutes ces données-là qu'on produit tout le temps, même par seconde et tout, ça dépasse carrément des bibliothèques de stockage et tout. Donc, face à cela, les systèmes avant ne peuvent plus supporter ces volumes de données.
Et aussi par rapport au deuxième V, la vitesse à laquelle que nous produisons ces données, aussi le système ne supporte plus ces données encore. Et enfin, le troisième V, la variété. Donc, on produit n'importe quel fichier, ce qu'on appelle des données structurées, comme des tableaux, comme vous connaissez là, les données aussi non structurées, comme les audios et les vidéos que nous regardons et tout. Et enfin, la troisième structure qui est semi-structurée, qui est non structurée, qui est, comment on appelle, qui n'est ni structuré, qui n'est pas aussi structuré. Donc, c'est entre les deux, c'est à mi-chemin. C'est comme les fichiers XML, les fichiers JSON et tout. Donc, face à ces trois V-là, on sait que le système avant ne peut plus supporter tout ça, d'où la naissance du big data avec la naissance du framework qui est vraiment très célèbre, Hadoop, qui permet de faire le parallélisme et de traiter des données massives. Il y a aussi la naissance du NoSQL, qui veut dire, c'est pas NoSQL comme vous l'entendez, mais Not Only SQL. Donc, de nouveaux outils qui nous permettent d'analyser des données massives avec des vitesses vraiment explosives et tout. Donc, des systèmes adaptés pour vraiment pouvoir analyser ces données-là. Et le but, c'est d'en sortir des informations qui aident à la prise de décision. Donc, c'est ça. Donc, comme je l'ai dit aussi, aujourd'hui, nous avons deux présentations. Donc, d'abord, tout ce qui est la data. Donc, on a omis, on ne peut pas séparer la data et l'IA, mais quand même, c'est fait par exprès, parce qu'il y a une deuxième présentation qui concerne l'IA. Donc, aujourd'hui, on va juste parler concernant tout ce qui est data. Donc, ça veut dire tout ce qui est data engineering. On va exploiter les données, centraliser les données, et enfin, d'en tirer les informations. Maintenant, après tout ça, après avoir mis en place tout ça, c'est là-bas que l'IA va intervenir. Donc, on peut utiliser aussi la data dans plusieurs secteurs, que ce soit dans les banques ou dans les institutions financières, que ce soit les télécommunications, que ce soit la santé et les recherches médicales. Donc, pour passer à la deuxième diapo, on va définir les différents métiers qu'on peut avoir par rapport à la data. Donc, vous m'entendez jusqu'à présent, hein? Oui, c'est bon. Ouais. Donc, pour définir les métiers qui sont liés à la data, hors IA, bien sûr. Donc, nous avons comme data analyst. Le data analyst, c'est quoi? C'est l'analyste et le traducteur. Sa mission est d'extraire des insights exploitables à travers du SQL et la visualisation pour orienter la direction. On a aussi le data engineer qui est le cœur de mon métier. Nous construisons les autoroutes de l'information, ça veut dire des pipelines. Pipeline, vous entendez sûrement ce qu'on appelle le ETL et ELT. ETL, ça veut dire extraire, transformer et charger en anglais. Extract, transform and load. Et ELT, c'est juste on intervertit le T et le L à la place extraire, transformer et charger. Le ELT, lui, quant à lui, on extrait, on charge et on transforme sur place. C'est juste ça la différence. Donc, à chaque fois que vous entendez ETL et ELT, c'est ça la différence. Donc, pour avant, c'est le ETL. Mais maintenant, avec la naissance du cloud et tout, donc on n'a plus un problème de stockage. Du coup, on extrait, on charge en local et ensuite on transforme tout ça en local. On charge et on transforme tout en local. Ce qui permet de garantir la disponibilité de la donnée propre et sécurisée. On a aussi ce qu'on appelle les data architectes. Actuellement, avec mon expérience, je suis plus orienté là-bas parce que d'habitude, c'est le data engineer qui migre naturellement pour devenir un data architecte. Actuellement, je suis beaucoup plus data architecte que data engineer. Donc, le data architecte, lui, quant à lui, c'est l'architecte qui conçoit le plan d'urbanisme du système d'information. Donc, en quoi consiste le data architect? C'est lui qui conçoit le plan d'urbanisme du système d'information. C'est-à-dire, c'est lui qui définit par rapport à un besoin bien défini, quels sont les outils qu'il faut mettre en place, quelle est l'architecture, côté sécurité, côté disponibilité, côté tout ça. Donc, c'est lui qui définit tout ça, la gouvernance, la modélisation des données et tout. Donc, c'est lui qui définit le plan et c'est au data engineer de mettre en place le pipeline de données et au data analyst d'en sortir des insights qui aident à la décision. Donc, c'est le data architecte qui conçoit le plan en quelque sorte. Et
il donne la main, il passe la main aux data ingénieurs et data analystes de faire, de valoriser la donnée en quelque sorte. Aussi, pas seulement que ça, nous avons aussi les admin big data. L'admin big data, c'est lui qui veille à que le cluster, ça veut dire la plateforme en tant que telle, reste performant et disponible. Donc, c'est comme les admin systèmes en quelque sorte si on compare avec le développement. Donc, c'est lui qui permet que le système, que la plateforme soit vraiment disponible. Quand un service est down, c'est lui qui permet de le rétablir et tout. Et aussi, nous avons des BI développés ou BI analystes. C'est comme un data analyst. Il n'y a pas une grande différence. Mais ils sont spécialisés dans la business intelligence. Ils transforment les données en insights visuels actionnables pour les décideurs. Donc, c'est eux qui conçoivent les rapports et les tableaux de bord. Ils font les modélisations dimensionnelles. Et les outils qu'ils utilisent d'habitude, c'est Power BI, qui est vraiment très connu. Tableau aussi et Looker. Looker, c'est un outil de Google Cloud est aussi très utilisé. Donc, Power BI, outil Microsoft, Tableau aussi, c'est un outil open source, mais aussi il y a une plateforme, il y a une partie payante. Nous avons aussi actuellement la tendance DataOps et Platform Engineer. Actuellement, avec la naissance du DevOps aussi, il y a aussi côté Big Data aussi, ce qu'on appelle ça DataOps. Donc, tout est automatisé. Donc, ce qu'on appelle la délivrance continue, l'intégration et le développement en continu, quoi. L'intégration et le déploiement en continu. C'est ce qu'on appelle le CI/CD. Donc, comme le DevOps, c'est la même chose. Actuellement, on peut mettre des plateformes qui sont autonomes. Donc, concevoir, comment on appelle, charger les données depuis la source, concevoir des plateforme, infrastructure as a code, ça veut dire à la place, même l'infrastructure Big Data, actuellement, on peut le coder, que ce soit avec des outils comme Terraform ou Ansible. Actuellement, je suis même en train de faire une plateforme pour une banque qui est tout automatisé avec des outils de DataOps Ansible. Donc, on a codé l'infrastructure comme comme on codait avec Python ou bien ainsi de suite. Donc, infrastructure as a code. Donc, il y a des outils qu'on utilise comme Ansible et tout. Donc, on définit en place avec Kubernetes et tout. Donc, les outils, on les met en place, on les orchestre. Donc, l'utilité, c'est quand tu développes ça pour la partie développement, pour aller en production, c'est juste tu déploies automatiquement. Tout est automatisé. Donc, il n'y a rien, tu ne seras pas là à installer les outils un par un. Donc, comme par exemple, qui dit le milieu Big Data, il y a le parallélisme. Il y a beaucoup d'outils. Comme par exemple, tu peux avoir plus de centaines de serveurs à la place de configurer un serveur un à un. Donc, on peut coder tout ça et l'orchestrer et le déployer. Donc, ce sont des outils qu'on peut mettre en place qui automatisent tout, la configuration et tout en même temps, parce que c'est vraiment difficile de configurer quand on a, par exemple, 100 serveurs, de mettre ça manuellement et tout. Donc, avec la tendance DevOps et tout, le milieu du big data n'est pas resté en reste. Donc, actuellement, on peut automatiser tout avec des outils, que ce soit Kubernetes, Ansible et Terraform, comment on appelle, Docker, que vous connaissez sûrement et tout. Donc, tout ça, on peut le mettre en place. Et je suis en train de le mettre en place pour un client. Donc, c'est vraiment la tendance actuellement parce que la plupart des clients actuellement, ils n'ont pas trop confiance au cloud ou bien ils sont un peu réticents. Donc, du coup, ils préfèrent des plateformes qui sont autonomes. Donc, avec Kubernetes et tout, on peut vraiment mettre en place des plateformes Big Data end-to-end. Donc, on développe tout, et on déploie tout en continu. Donc, c'est vraiment la tendance actuelle. Et aussi, concernant les compétences requises, il faut savoir que vraiment la base des bases, c'est SQL. SQL est votre base inconditionnelle. Donc, ajoutez Python pour l'ingénierie et une maîtrise des plateformes cloud comme AWS ou Azure pour être complet sur le marché actuel. Donc, retenez que vraiment pour vraiment intégrer dans le marché, pouvoir, quand vous cherchez du travail et tout,
Il faut vraiment avoir ces deux compétences, SQL et Python. C'est transversal, ça vient partout. Que vous soyez data ingénieur, que vous soyez data analyst, que vous soyez data ops et tout. Donc, ça revient, tout le temps, ça revient. Donc, la base des bases, ce que je vous recommande sûrement, c'est SQL et Python. Donc, ayez les bases nécessaires en SQL, ayez les bases nécessaires en Python. Ensuite, vous pouvez utiliser comme guide concernant la partie DataOps ou bien l'automatisation et tout, Git. Ensuite, ayez aussi des notions de base sur, comment on appelle encore, sur les commandes bash. Les commandes bash, c'est-à-dire les systèmes Ubuntu et tout, les systèmes Unix. Donc, il faut vraiment avoir aussi des compétences de base concernant ça. R, bon, ce n'est plus à la vogue actuellement, c'est jusqu'à présent, c'est utilisé, mais quand même, tout ce qu'on peut faire avec R, on peut le faire avec ces Python grâce à ces bibliothèques qui sont très riches. Donc, ensuite, côté stockage aussi, on a ce qu'on appelle des bases relationnelles, que ce soit Postgres, SQL ou MySQL. On a aussi NoSQL avec la définition que j'ai donnée concernant la naissance du Big Data. On a ce qu'on appelle le NoSQL, qui signifie le Not Only SQL. Ça veut dire concernant, vu les limites du SQL, actuellement, des nouveaux outils qui nous permettent de traiter tous ces V-là concernant la volumétrie, la vitesse, la vélocité, la variabilité et tout ça. Donc, d'où la naissance des techno-NoSQL. Donc, ça, c'est comme ça. À chaque fois, la technologie, c'est comme ça. Pas seulement la technologie, la science de manière globale. À chaque fois que des outils ou bien des trucs, on a des limites. Donc, les chercheurs essaient de trouver des alternatives à chaque fois qu'on a, même actuellement même. Donc, il faut savoir, c'est pourquoi c'est très important en tant que débutant de savoir l'historique un peu. Donc, en tant que mentor, c'est ce que je force à mes apprenants. Donc, à chaque moment, je fais vraiment focus sur l'historique des outils, la naissance des choses et tout. Ça te permet de comprendre. Et ça te permet de comprendre aussi quand tu veux faire le benchmarking, ça veut dire en tant qu'architecte à chaque fois, pour répondre à un besoin, il faut vraiment faire le benchmarking. Ça veut dire la veille, c'est, quand on traduit ça, c'est la veille technologique. Veille technologique, ça veut dire par rapport à un besoin, il faut vraiment savoir les outils adaptés pour répondre à ce besoin. Et face à cela, il faut vraiment connaître les outils. Donc, pour faire cela, il faut un peu comprendre la naissance des outils, l'évolution des outils et tout. Donc, c'est comme ça, d'où la naissance de NoSQL. Et aussi, concernant le data lake ou bien data house, data lake house, bon, il y a plusieurs termes actuellement. On dit data warehouse, on dit data lake, on dit actuellement lake house ou bien tout ça. Tout c'est l'évolution naturelle des choses. Avant, on avait seulement data lake et data warehouse, mais actuellement, on a comme Databricks, on a ce qu'on appelle lake house qui regroupe, qui fusionne data lake et data warehouse. Donc, concernant le cloud, on a des outils Amazon, par exemple, ce qu'on appelle S3. Et HDFS, c'était la base des bases, c'est la mère de tout ce qui est Big Data, HDFS, avec son Hadoop, que vous connaissez sûrement, Hadoop, qui est, qui est le framework, et maintenant HDFS, qui est son système de stockage. Donc, côté développement, on appelle ça file system. Maintenant, côté Hadoop, Big Data, on appelle ça HDFS, Hadoop File System. Donc, HDFS, c'est le système de stockage de Hadoop. Et on a aussi Minayo. Donc, on peut dire Amazon S3 s'inspire de Minayo. Donc, c'est un outil qui est vraiment très utilisé et open source. Bien vrai qu'il y a une partie qui est payante. Minayo, ça permet de stockage, ça permet de faire un stockage en objet. C'est-à-dire, on stocke tout comme on stocke des objets. N'importe quel outil, n'importe quel élément, n'importe quelle chose, on peut le stocker sous forme d'objet. Donc, c'est ce qu'on appelle le stockage S3. Minayo, c'est la base. Bon, d'habitude, les outils cloud, là, ils modifient quelque chose qui est open source, ils l'adaptent et les commercialisent. Donc, Minayo aussi, actuellement, c'est la tendance, c'est le stockage S3. Sans reste aussi, ne peut pas parler du cloud actuellement sans parler de Snowflake et Databricks. Donc, Snowflake, c'est une plateforme data warehouse qui est vraiment très utilisée aussi, qui est vraiment en concurrence très rude avec Databricks. On a aussi côté Azure, Azure Data Lake,
Concernant les outils ETL ou ELT, ETL, extraire, transformer, load. Et pour le traitement, on a aussi des outils Apache Airflow qui permet de faire l'orchestration. Ça veut dire quand on a des pipelines, on peut avoir plusieurs pipelines, il y a une dépendance, on peut avoir une dépendance. Maintenant, pour dire que fais-moi d'abord la première tâche, ensuite, si c'est OK, tu fais la deuxième tâche, si c'est pas OK, tu fais la troisième tâche. On fait ça d'habitude avec des outils d'orchestration comme Airflow, c'en est un qui est très utilisé et qui est écrit en Python. On a aussi Talent, bon, qui est en train un peu de disparaître. C'est toujours utilisé, mais actuellement, ce n'est plus open source comme avant. Donc, il y a une partie qui est payante maintenant. Donc, à la place, moi, ce que je conseille à mes étudiants, c'est NiFi, que j'ai oublié de mentionner ici, NiFi qui est très utilisé côté data engineering. Il y a aussi un outil DBT, actuellement, c'est vraiment aussi très utilisé. Et ça, c'est tous ces outils-là derrière, comme je le disais, c'est la base. DBT, ce n'est rien d'autre que du SQL et Python derrière. Il y a aussi Apache Spark pour les big data, aussi qui est très, très, très utilisé. Apache Spark, comment on appelle, si on parle un peu l'historique de sa naissance là, avec Hadoop, on avait ce qu'on appelle MapReduce. MapReduce, c'est quoi? C'est ce qui permet de faire le calcul en parallèle. Donc, comme je l'ai dit, Hadoop, c'est le framework. HDFS, c'est son système de stockage. Et MapReduce, c'était son système de calcul. Donc, le map permet de faire la distribution de chaque serveur, essayer de prendre une partie et le Redis permet de faire des agrégations pour avoir les résultats. Maintenant, c'était un peu lent en fait. C'était un peu lent parce que le calcul se faisait en disque. Maintenant, d'où la naissance de Spark qui a vraiment révolutionné le monde de la big data par rapport qui est une concurrence de MapReduce. Maintenant, lui, Spark, quant à lui, il fait le calcul en RAM. Donc, ce qui fait, il est 100 fois plus rapide que le MapReduce. Donc, Spark, c'est vraiment très utilisé. Maintenant, Spark, c'est le framework qui est écrit en Scala, qui est un langage écrit à base de Java. Donc, Spark. Donc, c'est pourquoi on utilise Spark nativement avec Scala, mais aussi, ça c'est on peut utiliser Spark avec Python. Quand on l'utilise avec Python, on l'appelle pas Spark. On peut l'utiliser aussi avec Java nativement. On peut l'utiliser aussi avec R. Et je pense actuellement aussi, même avec Rust, on peut l'utiliser. Quand on veut faire du traitement streaming, c'est-à-dire en temps réel, un outil très utilisé, Kafka. Il y en a pas seulement que ces outils-là, il y en a plein, 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 plein. Donc, comment on appelle le monde du big data, c'est vrai, les technos sont tellement, tellement larges. Donc, il faut juste savoir sur chaque partie un outil qui est utilisé et qui est très utilisé pour être vraiment opérationnel. Donc, c'est ça. Et tout ça, j'encadre ça à mes étudiants pour vraiment qu'ils aient la main pour avoir la base par rapport à tout ça. Et aussi, ça, quand on parle de cloud aussi, il faut vraiment maîtriser au moins un écosystème cloud, que ce soit les gros bonnets là, que ce soit AWS, qui est celui de Amazon, le Google Cloud, GCP, qui est celui de Google, et Azure, qui est celui de Microsoft. Donc, ce sont les trois plus grands. Il n'y en a pas que eux, mais ce sont les trois plus grands. Maintenant, par rapport à AWS, concernant la partie Big Data, on a S3, ce que je disais, c'est le stockage en objet. Il y a d'autres outils aussi. Il y a d'autres aussi. Bon, comme je disais à chaque fois, ce sont des outils qu'ils adaptent par rapport à des outils qu'on a dans le marché open source. À chaque fois, ces outils-là, on peut les comparer avec des outils open source. Par exemple, partie S3, on peut le comparer avec Minayo qui est open source. De la même manière aussi BigQuery, qui est le data warehouse de Google Cloud. On a aussi Dataproc qui n'est rien d'autre que Airflow derrière Google Cloud. On a aussi côté Azure, Synapse, Data Factory, Databricks. Bon, Databricks, donc on peut l'intégrer avec aussi dans Azure. Donc il y en a plein, il y a plein d'outils. Et aussi côté business intelligence, bon, pour ne pas dire seulement partie data engineer, donc je ne vous oublie pas ceux qui sont data analystes. On a aussi des outils comme Power BI, aussi, bon, c'est un outil de Microsoft, Tableau, qui est un outil aussi
open source, mais actuellement, il y a une partie payante. Bon, je pense toujours, hein, il y avait toujours une partie open source et une partie payante. Et Looker, comme je disais aussi, c'est un outil de visualisation de Google. On a aussi Metabase et Superset qui sont open source. Superset que je connais très bien, que j'utilise aussi, qui est vraiment facile à utiliser concernant la visualisation. Donc, ça sont les compétences techniques requises pour vraiment se dire actuellement, je suis soit data ingénieur ou bien soit data analyst. Donc, ça sont les compétences de base. Maintenant, ça seulement ne suffit pas. Les compétences techniques, ça ne suffit pas aussi. Il faut vraiment avoir les compétences non techniques, autrement appelées les soft skills. C'est quoi les soft skills? Il faut vraiment avoir un esprit critique, donc pensée analytique. Donc, quand on veut recruter en entreprise, c'est juste pour résoudre des problèmes. Maintenant, pour résoudre des problèmes, il ne faut pas seulement connaître des technos par cœur, ça ne suffit pas. Il faut vraiment savoir décomposer des problèmes comment on appelle, des problèmes complexes en éléments généraux ou bien identifier des patterns et tout pour savoir vraiment les résoudre. Donc, quand en entreprise, on nous donne des projets, on nous donne des sujets et tout. Maintenant, il faut avoir vraiment l'esprit critique pour savoir comment résoudre ces problèmes. Il ne faut pas, à chaque fois qu'on vous donne un projet, penser directement aux outils. Maintenant, il faut vraiment identifier les besoins, savoir vraiment les décortiquer, les diviser en sous-problèmes pour pouvoir les résoudre. C'est vraiment avoir cette pensée analytique de résolution des problèmes. Ça aussi, il faut combiner ça avec une communication efficace. Donc, quand on est en entreprise, on parle avec des gens qui sont non techniques. Donc, il faut vraiment, quand tu parles à un DG, tu parles des outils comme Spark et tout, il va te dire, je ne sais rien de ce qu'il parle et tout. Donc, il faut vraiment savoir parler à une audience non technique, donc traduire des insights techniques en recommandations business compréhensibles par tous les décideurs. Donc, c'est vraiment très, 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 très recommandé. Avoir une communication efficace, ne pas être trop technique, c'est pas bon. Quand on est en entreprise, il faut vraiment savoir parler à ceux qui ne sont pas techniques. C'est une compétence qui est très, très, très recommandée. Et aussi, quand on travaille en entreprise, il faut savoir travailler en groupe. Donc, en entreprise, on a n'importe quel profil et tout. Il faut vraiment, quand tu as besoin de l'admin Big Data, il faut savoir comment communiquer, comment travailler avec lui. Quand le data analyst a besoin de ces données-là, il faut savoir communiquer avec le data ingénieur pour dire j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Et quand le data ingénieur, quand il a des problèmes avec un outil qui est tombé et tout, savoir parler avec l'admin Big Data pour dire que voilà, ce service ne marche pas, ainsi de suite. Donc, la communication, le travail interdisciplinaire, c'est vraiment important aussi. Avoir l'esprit collaboratif, c'est vraiment important. Ce n'est plus à l'école, c'est pas de l'individualisme. L'entreprise, c'est un travail interdisciplinaire. Il faut vraiment avoir un esprit collaboratif, c'est vraiment important. Et aussi, l'apprentissage continu. Comme je l'ai dit, l'écosystème, ça évolue très, très, très vite. Il faut toujours se mettre à jour. Sinon, on va être laissé en rade. Donc, il faut vraiment savoir faire ce qu'on appelle la veille technologique. Et bon, ne pas aussi faire cette erreur-là. À chaque fois qu'il y a une nouvelle techno qui sort, se précipiter pour l'apprendre. Non, en tant que débutant, il faut vraiment d'abord, comment on appelle, avoir les technos de base. Si on a la base, n'importe quel outil, on peut l'apprendre. Actuellement, avec Forcen, c'est ce qu'on inculque à nos apprenants. Donc, on les force parce qu'on ne peut pas former un data ingénieur en 3 mois, 4 mois. Donc, au contraire, on leur donne les outils de base et on les fait découvrir les outils qui existent dans l'écosystème et tout, afin qu'ils soient autonomes et qu'ils puissent continuer leur voyage pour évoluer dans ces métiers-là. Donc, c'est ça. Il faut vraiment avoir l'apprentissage, l'esprit d'un appreneur tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, il faut avoir cette curiosité intellectuelle, l'engagement à la formation et tout. Donc, on va revenir pour vous conseiller par rapport aux techno ou bien aux plateformes qui sont open source ou bien des fois payantes pour vraiment toujours apprendre, toujours apprendre. C'est vraiment important pour rester à jour.
Ainsi, par rapport aux formations, c'est ce que je disais, donc il y a plusieurs formations pluridisciplinaires, que ce soit à l'université ou bien comment on appelle, que ce soit des formations courtes, bootcamp, que ce soit des certifications ou bien que ce soit des projets pratiques. Donc, par rapport aux formations et parcours académiques, ce qui est conseillé vraiment pour évoluer dans ce domaine, avoir des, des compétences en informatique, que ce soit la programmation, l'algorithmique et tout ça, les bases de données, les systèmes distribués. Côté ceux qui aspirent à être des data analystes, il faut vraiment avoir des compétences en statistique et mathématiques, donc l'analyse quantitative, la probabilité, la modélisation, et aussi, quand aussi actuellement la tendance, c'est être quelqu'un d'orienté métier. Quand on travaille dans un domaine, partout, tout le monde a besoin de l'informatique. Donc, même si quand on est économètre, quand on est économètre, je ne sais pas comment on l'appelle le terme là, économètre, économètre, je pense. Hein. Donc, il faut vraiment avoir l'analyse, bon, les compétences en analyse de données économiques, ainsi de suite. Et concernant l'ingénierie, bon, approche systématique et résolution des problèmes, ce que je disais en haut. Donc, savoir scindé des problèmes à petits problèmes pour les résoudre. Bon, les niveaux recommandés pour ça, cette formation, bon, minimum avoir une licence, mais quand même, actuellement, le monde bouge, même s'il y a plusieurs, actuellement, c'est pas la tendance en Afrique, mais par exemple, en Europe, en Europe, tu peux voir un médecin avec 20 ans d'expérience, ainsi de suite, se réveiller un bon jour et devenir un data engineer. Parce qu'ils ont des outils, des accompagnements côté État et tout, qui les aident comment on appelle, à avoir ces compétences. Donc, c'est bien possible. Bon, ne pas trop se dire dans la tête, c'est pas la licence et tout. Donc, quand même, ça aide beaucoup, ça aide beaucoup. Mais quand même, actuellement, informatique, même un élève de CM2 peut l'apprendre grâce aux formations en ligne, que ce soit côté bootcamp intensif 3 à 6 mois. On a plusieurs plateformes, que ce soit le Wagon, Data Scientist, Jada, Open Classroom, que vous connaissez sûrement, autrement appelé Site 0. Il y a aussi concernant les MOOC, Coursera, EDX, DataCamp, Udemy, Udacity, bon, qui sont payants, mais quand même très, 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 très utiles, que j'utilise beaucoup personnellement. Et les, concernant les certifications et certifications professionnelles, là aussi, il faut vraiment avoir des certifications pour être un peu reconnu et tout. Parce qu'il y a des clients qui existent avoir des certifications. Quand tu veux travailler dans AWS, il y a des clients qui existent d'avoir des certifications dans ce domaine-là. Donc, il y en a plusieurs. Chaque fournisseur cloud, il donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de certifications. Maintenant, c'est vraiment important actuellement. Tout le monde se dit je suis ça, je suis ça, je suis ça, mais là, différent là pour se montrer, il va avoir un portfolio, que ça soit des guide up pour montrer des projets et aussi pas seulement à chaque fois pousser des projets au niveau des guide up aussi, il faut les décortiquer, comme je disais, parce que ceux qui vous lisent ne sont pas forcément techniques. Donc là, par rapport à ce qu'on appelle le README, il faut savoir décortiquer qu'est-ce qu'on a fait, savoir se vendre. Tout le temps, c'est important. Euh, les compétences techniques et tout, ça ne suffit pas, il faut savoir se vendre. Maintenant, comment se vendre? Il faut valoriser ce qu'on a fait. Valoriser son travail, c'est important. Quand tu pousses quelque chose, même un projet aussi minimaliste que ça soit, ça t'a permis d'apprendre quelque chose. Maintenant, sur ça aussi, il faut savoir le décortiquer, le montrer pour dire que voilà, j'ai réalisé ça, c'est important. Donc, ceux qui vous regardent vos portfolios, ils vont focus sur ça, mais pas sur les codes. C'est important. Et aussi, pour avoir ces projets-là, il y a plusieurs outils, plateformes qui nous permettent de faire la compétition. Un outil très connu comme Kaggle. Aussi, en Afrique, on a ce qu'on appelle Zindi, qui est même en collaboration avec ForceN, Zindi. Aussi, les échanges alternatifs, aussi, à chaque fois, essayer de faire le marché, avoir comment on appelle, un compte LinkedIn, c'est important et essayer de voir la tendance. Il y a plusieurs sites qui publient des stages et alternances. Bon, bien vrai qu'alternance,
c'est pas encore trop répandu en Afrique, mais quand même ça existe. Donc, à chaque fois, essayer de voir le marché, à chaque fois, comment on appelle, les offres qu'on publie et tout. Que ça soit LinkedIn, il y en a plein. Même au Sénégal, actuellement, il y en a plein. Bon, je pense que c'est un peu anticipé par rapport au marché là. Par rapport au marché local, le marché sénégalais de la data connaît une croissance progressive, mais les nouvelles autorités là, ils ont vraiment compris l'enjeu de la data, l'enjeu des données, l'enjeu de l'IT et tout. Actuellement, la plupart des plateformes, la plupart des trucs, des procédés qu'on utilise avant sont en train d'être digitalisés. Donc, actuellement, si on digitalise des choses, donc du coup, forcément, à un moment donné, il y aura beaucoup de données. À un moment donné, il faut exploiter ces données. Donc, du coup, je pense avec cette tendance de digitalisation, d'ici quelques mois ou voire quelques années, beaucoup de choses vont changer. Beaucoup de choses vont changer. Donc, il faut vraiment savoir anticiper, savoir lire avec la plateforme qui est au niveau de Jamniadio, là, notre data center et tout. Donc, actuellement, la tendance, c'est que être, comment on appelle, indépendant, ne pas exposer ses données, c'est vraiment dangereux. Si vous voyez le monde là, à chaque fois, quand un pays autonome, c'est un pays comment on appelle, qui a une gouvernance étendue, une gouvernance interne, locale de ces données. Donc, c'est vraiment important. Et l'État, je pense, l'a pris, ils l'ont en train de faire, ils l'ont en train de bâtir petit à petit. Donc, c'est vraiment, il faut savoir anticiper. Donc, c'est vraiment l'occasion de se former sur le métier du data. Parce que si on digitalise, donc du coup, il y aura beaucoup de données, certainement. Et on aura besoin des data ingénieurs, des data scientists et des data analysts et tout pour un peu valoriser ces données dans le but d'en sortir des insights qui aident à la prise de décision. Donc, savoir anticiper, savoir lire le marché, c'est important. Enfin, par rapport en Afrique, comme je l'ai dit aussi, bon, le monde bouge. Le monde vraiment bouge. Et on ne peut pas penser sur la technologie. Donc, du coup, l'Afrique se réveille. L'Afrique a compris tout ça. Donc, c'est pas seulement au Sénégal. Ce que j'ai dit au Sénégal aussi, je pense que ça se passe un peu partout en Afrique. Donc, il faut vraiment se préparer en conséquence.
data analyst, data engineering et data scientist. Mais dans certaines entreprises, surtout au niveau des startups, le plus souvent, c'est la même personne qui fait tout. Donc, il faudra apprendre au fur et à mesure, évoluer et avoir des compétences en data analyst, en data engineering et aussi en data scientist. Donc, je pense que ça permet de basculer à la prochaine question qui dit qu'il n'a pas vu le métier de data scientist sur ce que vous avez présenté. Est-ce que ce parcours n'est pas pris en compte par le programme? Oui, c'est la deuxième présentation. Effectivement. Donc, le data scientist, c'est plus rattaché à l'IA. Donc, Khadikama pourra y revenir pour cette partie. Pour, on va, tout ce qui est groupe WhatsApp et autres, peut-être Seynabou pourra y revenir à la fin. Je vais revenir sur la diapo. On va plus. L'enregistrement aussi, peut-être Seynabou pourra revenir sur comment est-ce que ce sera accessible pour vous. Il y a beaucoup de personnes qui demandent par rapport à l'enregistrement. Et ça leur permettra de revoir ça et de mieux, de les aider aussi sur leur décision sur quel certificat suivre pour quel métier en fait. Donc, le son est un peu faible. Il y a des personnes qui disent donc c'était un peu faible ou? Moi, c'est à leur niveau. Hier aussi, on avait ce truc-là, parce que c'est très clair Ok. à mon niveau. Et personne. C'est pour ça que je ne l'ai pas signalé quand même. Et je pense bien que c'est ça. Pas de questions par rapport à tout ce qu'on a présenté? Sans le logiciel. Bon, je pense que c'est en liaison avec les prochains webinaires. Les Pas de secret, au fait. Merci beaucoup, Ibrahima. Donc, on va donner la main à Mme Kama Khadi pour la présentation des métiers autour de l'IA. Voilà. Khadi, vous êtes là? Bon, juste être discipliné, quoi, c'est important. Être discipliné, c'est vraiment important. La constance, ça Bonjour. paye. Chaque jour, j'apprends quelque chose, même si c'est 5 minutes, 10 minutes, c'est important. C'est pas de dire comment je vais me concentrer 3 heures, 4 heures par jour. À un moment donné, tu vas te lâcher. Mais la constance, même si c'est minime, ça va payer. Ça, c'est vrai. Merci beaucoup encore pour ces valeureux conseils. Merci. Khadi, vous êtes là? Bonjour, Khadi. Est-ce qu'elle est là? C'est ça que je me dis. Attends, je vais essayer de la joindre pour voir. Et NLP Research Engineer. Donc, actuellement, je suis à Sonatel. Donc, l'objectif est de vous présenter les métiers en rapport avec l'IA, présenter les métiers de la data. Donc, globalement, il vous a expliqué que donc c'était des manipulations, mais pas des prédictions. Mais là, on est carrément sur les métiers de l'IA, donc un domaine donc qui vise à donner, en tout cas, les systèmes informatiques la capacité d'imiter carrément le comportement humain.
Donc, on parle d'intelligence, c'est le data scientist. Donc, généralement, quand on vous dit que je suis dans l'IA, donc on vous dit que je suis, vous êtes data scientist. Donc, data scientist, c'est un profil trop général, beaucoup de compétences. Donc, c'est des gens qui font tout à la fois pratiquement. Donc, ils peuvent même être des data engineers, data analysts. Mais ici, en ce sens, on le prend comme un expert donc, qui analyse des données, donc, qui a l'aptitude de de transformer les données brutes en insights actionnables pour guider des décisions stratégiques. Donc, généralement, pour un data science solide en Python, R est un plus, donc des bases très solides en machine learning et en algorithme prédictif. Donc, s'il a arrêté, donc ça sera un plus. Et il doit être en mesure vraiment de bien modéliser la donnée et de pouvoir interpréter les résultats obtenus à partir euh, des données. Donc, tout dépend de ce que l'entreprise a besoin, mais généralement, ils sont dans les grandes firmes, que ce soit des corporate tech ou bien des startups. Donc, dans la finance, dans la santé, dans le secteur de l'énergie et l'optimisation, dans le secteur de l'assurance et de l'analyse des risques. Donc, un data scientist, c'est un profil, c'est le profil le plus global dans le domaine de l'IA, en fait. Et donc, vous avez un ML ingénieur. Donc, on peut dire qu'un ML ingénieur, c'est un data scientist, mais c'est un profil un peu spécialisé dans le de grande échelle, donc avec une performance et une fiabilité. Donc, le data scientist est beaucoup plus généraliste. Maintenant, le ML ingénieur, donc, est beaucoup plus focus vraiment sur la mise en place. Donc, il est censé les déployer vraiment à grande échelle et gérer les performances et la fiabilité. Donc, pour un ML ingénieur, les compétences qui sont Python, donc Python qui est le langage de prédilection dans le monde de la data science. Donc, et la maîtrise des frameworks comme TensorFlow, PyTorch et ses homologues est important. Donc, il doit avoir la capacité de pouvoir déployer et de mettre en modèle, parce que de les laisser dans les notebooks, de mesurer les métriques et de voir qu'on a de très bonnes performances, mais sans la mise en production donc ces modèles ne seront jamais utiles et ils vont rester dans nos notebooks et ils ne donc qui parle de déploiement parle de déploiement donc généralement pour les grandes firmes donc les déploiements se font dans les clouds. Donc la maîtrise en tout cas de ces plateformes là, de comment est-ce que ça fonctionne, de comment est-ce qu'on peut déployer là-bas, même les stacks technologiques qui sont available dans ces cloud computing là. Donc c'est quelque chose de également avoir l'aptitude de pouvoir, en tout cas, les compétences en DevOps et en containerisation. Donc, quand on déploie, donc on dockerise, donc on met tout dans des conteneurs Kubernetes. Des compétences dans le DevOps seraient très, très utiles pour pouvoir être autonome et déployer sa solution de, de bout en bout. Donc, l'optimisation est là censée faire des prédictions. Donc, vous devez, après avoir entraîné et déployé, gérer l'optimisation et la scalabilité. L'optimisation, ça concerne la latence. Donc, gérer tout ça, précision, donc la scalabilité lorsque la charge monte. Donc tout ça, il faudrait vraiment avoir des compétences sur ces aspects là pour être la chose que je peux dire que c'est la chose qui est la plus recherchée. Avoir un seul modèle qui fonctionne, que tu testes toi-même, que tu partages avec tes amis, c'est bon, mais un modèle qui est production ready, qui va être utilisé par des millions de personnes très vite et dès que la charge augmente aussi, il faudra gérer ça. Et donc, tout ça se gère au niveau du déploiement. Donc, ce qui veut dire que les compétences
en DevOps, machine learning, on parle de DevOps, donc sont très importants ici. Et donc pour les stacks technologiques, donc vous avez TensorFlow, PyTorch, donc Docker, Kubernetes, AOS, SageMaker, GCP, Vertex et Fast API qui est très très utilisé, donc Flask plus ou moins, mais Flask API est vraiment à utiliser. Donc les outils MLOps comme Airflow, donc les outils de visualisation comme Prometheus, Grafana ou MLflow. Donc, tout comme les data scientists, le ML engineer peut travailler dans des corporates, donc des clubs dans la fintech, dans le trading algorithme, dans donc les voitures autonomes, dans la robotique industrielle, donc construire des modèles de streaming et de recommandation dans le gaming et dans l'IA en temps réel. Donc, vous avez un Gen AI engineer, donc généralement appelé LLM engineer. Donc, c'est un développeur qui est spécialisé carrément dans la création d'applications basées sur les algorithmes de LLM et d'IA générative. Donc, c'est un pro qui est vraiment resté des IA génératives juste après fin 2022, donc disons début 2023, comme ça. Donc, pour être un vrai Gen AI engineer, donc il faut avoir une de base, avoir des compétences en NLP, donc et avoir des compétences en prompt engineering et en fine tuning. Donc quand on discute avec un LLM, on lui soumet à un LLM, donc on a un prompt template que l'on utilise pour que le LLM puisse suivre toutes nos instructions. Donc écrire des instructions très claires serait des compétences de prompt engineering. Et pour le fine tuning, donc souvent on a besoin d'affiner notre petit modèle qu'on appelle SLM, Small Language Model, au lieu de passer souvent trop cher quand les tokens explosent. Donc, d'où l'importance d'avoir donc des compétences pour pouvoir fine tuner. Donc, le fine tuning, c'est juste affiner un modèle pour qu'il puisse une langue ou bien un domaine spécifique. Donc, généralement, on utilise les modèles qui sont open source, comme Llama, Qwen et d'autres modèles. Donc, il faudra maîtriser et bien maîtriser les aspects. On ne parle plus de RAG, on est à l'ère de l'agentique, du multi-engine. OK? Mais tout l'aspect fondamental, c'est le RAG. Donc, comprendre comment est-ce que le rituel entre en plus. Donc, l'intégration d'API. Donc, actuellement, un Gen AI engineer, on peut dire que c'est un back-end engineer, donc déguisé en AI engineer. Donc, on fait du développement stack AI. Donc, généralement, ceux qui sont très bons en développement sont également très bons sont également de très bons Gen AI engineers parce que ce n'est que du développement. Là, on est censé construire des agents et un agent, c'est quelque chose qui est autonome, donc qui prend des décisions, donc qui attaque des bases de données, qui fait des appels à des API, donc pour avoir la capacité d'intégrer ces éléments requis pour un Gen AI engineer. Donc, il faudra avoir un bon sens sur l'évaluation et l'optimisation du modèle parce que les ne sont pas tolérants aux latences. Donc, ce qui veut dire qu'il faudra vraiment bien optimiser, que ça soit que vous utilisez un cloud provider ou bien un LLM que vous avez bien testé. Il faut bien tester le modèle pour vérifier la véracité des réponses. Donc, tester la latence avec beaucoup de voir en moyenne en combien de temps votre agent est capable de répondre. Donc, les outils et les technologies qui sont utilisés pour un Gen AI engineer, ce sont ça soit OpenAI, donc Anthropic, donc vous pouvez directement utiliser des modèles de Hugging Face. Donc, Hugging Face récemment, donc, il y a beaucoup de modèles qui sont publiés là-bas et vous pouvez
juste créer un token. Donc, vous devez impérativement, donc, vous pouvez également coder from scratch, mais vraiment, la chose la plus facile serait de passer directement par index hashtag. Donc, la liste est loin d'être exhaustive. Donc, c'est les frameworks qui nous permettent de mettre en place des solutions basées sur les IA génératives. Donc, un AI engineer également doit avoir une bonne maîtrise des vecteurs store comme Pincode, Weaviate ou ChromaDB. Il y en a d'autres. Donc, globalement, c'est une maîtrise des vecteurs DB. Vous pouvez regarder après l'ensemble des vecteurs DB qui sont et utiliser selon la situation dans laquelle vous êtes. Donc, un vector store, donc c'est une base de données donc qui est utilisée pour stocker des armes, utiliser les techniques de LoRa, QLoRa pour le fine tuning. Donc, on vous dit que les LLM sont des modèles qui sont très larges, donc difficiles à fine tuner à raison de leur poids, donc de leur taille. Donc, LoRa est utilisé pour n'entraîner que certaines parties du modèle. Donc, on définit une matrice de rang R, donc que l'on entraîne au lieu d'entraîner tous les couches du modèle. Et ça, donc, vous devez également donc connaître les frameworks d'évaluation de vos agents, que ça soit Ragas, DeepEval ou bien même d'autres. Donc, vous devez être à mesure de développer après des interfaces vos systèmes que vous développez. Donc, tout à l'heure, Mariam l'a dit, généralement, c'est mélangé dans les entreprises. Donc, il n'y a pas la part des choses. Donc, souvent, c'est un AI engineer donc, qui fait le développement que les utilisateurs vont utiliser ensuite pour pouvoir tester. Donc, ça peut être avec des technologies comme React, Next.js ou bien juste pour tester donc mais bon pour aller un peu plus loin donc des compétences en développement que ça soit en front ou bien en back-end donc serait un plus pour un Gen AI ingénieur donc tout comme je l'ai dit au début donc c'est vraiment un, les outils il y a plutôt que les frameworks classiques que les développeurs utilisent donc actuellement donc il fait partie des profils les plus recherchés sur le marché parce qu'on est à l'ère des LLM et tout le monde veut créer ces IA génératives-là, que ce soit des solutions qui sont basées sur les cloud providers ou bien sur nos propres LLM. Donc, il faudra vraiment essayer de développer des compétences en ce sens. C'est un métier qui est en train d'exploser et qui est très bien recherché et très bien payé également. Donc, okay. Donc, vous avez le profil, ok. Donc, généralement, il y a des gens, donc, ils ne veulent pas vraiment rester en entreprise, donc, suivre la roadmap délivrée. Ils veulent aller plus loin, résoudre des problèmes qui n'ont pas été jusque-là résolus, comme par exemple les problèmes sur nos langues locales. Donc, jusque-là, donc, nos langues locales ne sont pas complètes. Donc, ce qui fait que les nouvelles technologies-là ne sont utiles que pour les gens qui sont instruits. Et donc, du coup, il y a des gens, par exemple, qui se sont uniquement spécialisés. Et, la liste est loin d'être exhaustive. Donc, les recherches peuvent être orientées dans d'autres sens. Donc, comme par exemple, les deepfakes. Il y a beaucoup d'images qui sont générées par les IA génératives. Donc, en certains moments, on a vraiment du mal à pouvoir distinguer de ce qui est une image vraie, de ce qui est une image qui a été de plus en plus difficile, en tout cas. Et du coup, des gens pouvaient, par exemple, se lancer dans une recherche pour pouvoir mettre en
place des systèmes qui détectent carrément les là. Et donc, ça serait utile dans le cadre des pays africains, étant donné que les modèles que nous utilisons ont été majoritairement entraînés par les données qui par nos images. Donc, si on pouvait avoir des systèmes, par exemple, qui détectent que telle image a été générée par une IA pour pouvoir anticiper à des problèmes. On peut s'attendre à tout. Donc, récemment, vous avez vu sur Twitter, donc, le modèle de Elon Musk Grok qui a déshabillé un influenceur. Donc, ça pourrait arriver à n'importe quelle situation. Donc, dans le domaine de l'intelligence artificielle, en tout cas, il y a beaucoup de sujets de recherche donc, que les gens peuvent explorer en tout cas pour développer des solutions et donc ça le scientifique. Donc les compétences requises, donc généralement c'est des gens qui ont fait une thèse ou bien qui veulent juste se lancer dans la recherche, mais il faut vraiment application de papier, donc c'est quelque chose qui s'apprend et qui s'acquiert. Et le développement d'algorithmes innovants, parce que c'est pas juste... De temps en temps, parfois ça s'accélère, la vitesse s'accélère, je sais pas. Le temps nous contraint, c'est ça, que j'aille un peu plus vite. Non, je dis de votre côté, ça coupe parfois. Parfois, c'est comme si c'est la vitesse de Ah, accélérer, je sais ok. pas. Ça coupe, c'est récurrent, Maria. Oui, presque depuis le début. Ah, Vraiment. peut-être que je parle. Ok. Mais bon, on arrivait à suivre. Un instant, j'ai quelque chose, mais je bascule de réseau. C'était une remarque, d'accord. Bon, peut-être que je parle un peu vite aussi. Ou bien c'est pas ça? Bon, pour le moment, ça va actuellement. Donc, je sais pas, tu peux continuer pour voir si ça persiste, je vais. D'accord. C'est plus Donc, pour que le bascule sur un autre réseau. Ouais. Hmm. Ouais, c'est bon, allez-y. Je pense que c'est mieux. Oui, c'est mieux, Mariam. Hmm. Allez, vous êtes là. Ok, ça. Alors, Mariama, c'est bon. Là, vous m'entendez bien. C'est bon, j'ai changé de réseau. Oui, c'est bon maintenant. C'est mieux, hein? Ok. Donc, pour clôturer sur le AI Research, donc c'est un chercheur donc qui repousse les frontières pour ne pas se limiter uniquement sur l'existant. Donc, il fait des recherches, il développe des algorithmes novateurs et fait des publications scientifiques. Donc, que les AI ingénieurs, les ML scientists donc vont après implémenter pour résoudre des vraies problématiques du marché. Donc, généralement, c'est des gens qui sont dans les universités, dans les instituts de recherche, dans les laboratoires R&D, dans des grandes tech. Donc, c'est des gens qui peuvent faire des chefs. Donc, par exemple, comme l'entreprise de Mariama, donc, généralement, il y a des gens qui sont là-bas et qui font des thèses à la fois. Donc, ils produisent des résultats que l'entreprise va ensuite exploiter pour mettre en place ses produits et après qu'il va vendre à ses clients. Donc, vous avez également cette compétence de AI Product Manager. Donc, c'est la personne, donc c'est un profil qui n'est pas technique, carrément technique,
mais c'est un profil, un chef de projet, donc qui gère les produits IA. Donc, étant donné que l'IA est un peu différent du développement web, donc généralement, la façon dont on gère un projet de développement web classique devrait être vraiment différent de la manière dont on gère un projet IA. Et la personne qui le gère devrait au moins avoir des compétences en IA pour pouvoir comprendre tous ces enjeux-là. Donc, je ne sais pas si vous avez eu l'expérience ou pas. Donc, si on vous met ensemble avec des devs et on essaye de faire le suivi des projets de data science et des développeurs, donc ça risque de ne pas bien marcher parce que la façon dont fonctionnent les projets de data science et les projets de développement ne sont pas les mêmes. Donc, le développeur, il développe une interface. Donc, il sait ce qu'il va voir exactement. Ce n'est pas une probabilité, ce n'est pas trivial, c'est quelque chose qui est fixe. Et le ML Engineer, lui, il entraîne un modèle, donc il s'attend à des probabilités, donc rien n'est fixe en lui. Donc, définir des jours ou bien des sprints fixes pour cette personne-là, est-ce que c'est vraiment pertinent? Donc, je pense que la manière de gérer un projet euh, IA et un projet de développement classique donc devrait être différent et c'est ça qui a amené donc le profil de AI product donc manager. Donc, vous avez également cette compétence de AI éthique et compliance officer. Donc, c'est une personne qui est responsable que le système IA soit développé et déployé de manière éthique, équitable et conforme au règlement. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on développe un outil, donc c'est les AI éthiques et compliance officiers donc qui vérifient ça pour voir si vraiment les IA qui sont déployés à grande échelle ne sont pas biaisés? Est-ce qu'ils ne marginalisent pas certaines ethnies, certains genres? Est-ce qu'il est conforme à des règlements? Est-ce que ces IA-là ne portent pas atteinte à notre sécurité, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, pour cette personne-là, donc, il a besoin d'avoir des compétences en éthique de l'IA et de responsabilité, donc des compétences en conformité réglementaire, donc dans l'audit et la gouvernance des modèles. Donc, il doit avoir l'aptitude de pouvoir comprendre et de gérer les biais et les fairness des modèles et avoir la capacité en tout cas de bien communiquer et de sensibiliser sur en tout cas euh, les risques par exemple de l'IA. Donc, il y a une stack de technologies et d'outils qui sont généralement utilisés par ces profils-là, comme Fairlane, AI Fairlane 360, What If Tool, donc ainsi de suite. Donc, généralement, les petites entreprises, dans les petites entreprises et startups, donc on ne trouve pas ces profils-là parce qu'ils ne développent pas des solutions qui sont utilisées par des millions, voire des milliards de personnes. Donc, ils travaillent généralement sur des grandes entreprises et corporations et généralement dans le secteur de la finance, de l'assurance, de la santé et de la pharmacie. Et vous comprenez pourquoi? Parce que le secteur financier, l'assurance, la santé, la pharmacie, c'est des domaines qui sont très, très sensibles et développer des modèles IA qui sont répudiés d'être biaisés, donc des LLM qui hallucinent. Donc, il faudra vraiment avoir un arbitre qui est là pour pouvoir regarder tout ça avant que toutes les choses aillent en production. Et vous avez le profil de NLP Engineer. Donc, le NLP Engineer, c'est un Gen AI Engineer, mais au-delà d'être un Gen AI Engineer, donc, il travaille sur d'autres domaines. Donc, le Gen AI Engineer, je le dis, le Gen AI Engineer, on peut dire que c'est un full stack développeur IA, mais le NLP Engineer, donc, va au-delà de ces aspects-là. Donc, au, au-delà d'être Gen AI Engineer, donc, il travaille sur tout sujet qui est connexe au traitement automatique du langage. Donc, toute problématique qui permet à la machine de comprendre le langage humain, qu'il soit écrit ou parlé. Donc, c'est ça que le NLP Engineer fait. Donc, il a besoin des compétences en NLP, bien sûr, pour pouvoir traiter le langage. Donc, il a besoin des compétences sur les transformers et les architectures modèles. Donc, transformer, c'est une architecture qui a été développée par l'équipe de Google en 2017. Et le CPAP, c'est l'architecture le plus révolutionnaire, en tout cas dans le secteur dans le domaine de l'intelligence artificielle. Je pense que c'est dans ce papier-là qu'on a eu tous les résultats actuels qu'on a
dans l'IA. Et donc, il doit avoir des compétences en tokenisation, embedding, en fine-tuning de modèles. En tout cas, c'est un expert sur toute la stack traitement automatique du langage. Et les outils qu'il utilise, l'outil fondamental, c'est la maîtrise de la librairie Hugging Face. Donc, Hugging Face qui est le GitHub des data scientists. Donc, vous trouverez là-bas des modèles, donc des datasets, des checkpoints pour faire l'inférence, donc de la documentation même, ou bien des cours avec des certifications que vous pouvez suivre pour développer des compétences, que ça soit en NLP, en Gen AI ou bien en computer vision. Et vous devez avoir des compétences en sentence transformer pour pouvoir gérer en tout cas les embeddings. Donc, si vous voulez faire en tout cas mettre en place des systèmes de reconnaissance ou bien de synthèse vocale, donc vous devez avoir la capacité de comprendre ces modèles-là, comment ils fonctionnent derrière. Donc, Whisper en est qu'un exemple. Vous avez beaucoup de modèles qui sont développés par les grands providers, que ce soit OpenAI, Meta, IBM ou autre. Donc, avoir vraiment une connaissance approfondie de comment est-ce que ces systèmes-là fonctionnent et comment est-ce que les adapter dans un domaine spécifique ou bien dans une langue spécifique. Donc, qui parle de modèles donc, qui parle de modèle, donc parle de données. Donc, pour avoir la donnée, donc il faudra la collecter. Donc, et la donnée doit être mise dans un certain format. Et pour le faire, on fait ce qu'on appelle de la labellisation. Et pour ce faire, donc, vous avez des plateformes comme Docker, Prodigy, Label Studio. Donc, et vous pouvez également avoir des compétences sur des outils comme Elasticsearch ou bien Solar pour la recherche. Donc, les outils basés sur Elasticsearch donc, peuvent aider pour faire, par exemple, de l'indexation. Donc, généralement, on a besoin de faire de la recherche qui est basée vraiment sur de la sémantique. Donc, ces outils-là peuvent aider pour comprendre derrière comment ça fonctionne et s'inspirer là-dessus pour pouvoir construire un système qui nous est propre. Donc, c'est des profils qui sont recherchés, mais généralement à l'extérieur ou ici dans la sous-région, oui, ils sont demandés, mais pour les seniors, souvent c'est très difficile pour eux d'avoir un emploi qui leur convient. Mais si vous regardez sur LinkedIn aux États-Unis, en France, donc c'est des profils qui sont très recherchés parce que c'est des profils un peu complets, donc qui ont une maîtrise de la data science, du ML, du Gen AI et donc de l'IA dans sa globalité. Et vous avez un autre profil qui est le Computer Vision Engineer, donc à l'opposé du NLP. Lui, il est focus sur la mise en place donc des solutions euh, qui permettent en tout cas aux machines de voir, interpréter donc les contenus visuels, que ce soit des images et des vidéos. Donc, dans le NLP, on était dans le traitement naturel du langage et là, on est dans le traitement du visuel et ça, c'est l'ingénieur en computer vision qui le fait. Donc, naturellement, il a besoin des compétences en images et vidéos. Donc, et les algorithmes qui sont utilisés en ce sens, c'est majoritairement des algorithmes basés sur les réseaux de neurones convolutionnels. Donc, il doit avoir l'aptitude de développer des modèles de détection et de segmentation d'objets, donc, ou bien des modèles de reconnaissance faciale ou de biométrie. Donc, et de pouvoir optimiser ces systèmes-là pour qu'ils puissent fonctionner en edge device. Donc, généralement, la stack technologique qui est utilisée par ces ingénieurs-là, c'est OpenCV, donc Pillow, Scikit-Learn Image, donc PyTorch Vision, TensorFlow Computer Vision, YOLO, donc ainsi de suite. Donc, ils travaillent dans divers secteurs et c'est pratiquement les mêmes secteurs dans le secteur, dans les secteurs de la conception des véhicules autonomes et la robotique, donc dans la surveillance et la sécurité, dans la santé et dans l'imagerie médicale. Et donc, vous avez, je pense, ce dernier profil-là qui est très important, donc qui doit accompagner tous ces ingénieurs-là, c'est le MLOps Engineer. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on développe une solution, donc on est censé déployer ça. Et c'est pas forcé que ce computer vision, ce NLP, ce data scientist
ait vraiment ces compétences-là. Il y a des gens qui sont complètement spécialisés, en tout cas, cette compétence-là, tout comme on a nos DevOps. Donc, ça, le MLOps Engineer, c'est le DevOps des data scientists. Donc, lui, il gère les pipelines de CI/CD, donc le monitoring et le versionning des modèles via DVC, par exemple. Donc, c'est lui qui gère l'infrastructure cloud et l'orchestration, la gestion des données et les feature stores, l'optimisation des performances en production. Donc, bien évidemment, on utilise des stacks un peu similaires au DevOps comme Kubernetes, donc AgroCD, GitHub Action, MLflow, donc Wyke and Basis pour monitorer nos entraînements, Neptune. Donc, il y a Fist, Fecton, Seldom, Evidently AI, Terraform, Pulumini pour le lab. Donc, ils sont partout, ils accompagnent les data scientists, les ML engineers, les computer vision. Donc, ils accompagnent toutes les personnes qui travaillent dans le domaine de l'IA pour, en tout cas, gérer le déploiement, la scalabilité et l'infra-cloud. Donc, c'était tout, en tout cas, pour cette présentation des métiers sur l'IA. Donc, je suis open à toutes vos questions. Donc, il faut savoir que ces métiers sont interconnectés et restent en constante évolution. Donc, sélectionnez les métiers en rapport avec vos compétences. Moi, par exemple, j'ai choisi la data science parce que j'étais à la faculté des sciences, donc j'avais des backgrounds un peu solides en maths et autres. Et donc, on nous disait que pour être un bon data science, il fallait avoir ces compétences-là. Donc, c'est pourquoi lorsque j'étais à l'ESP, donc j'étais pas trop focus sur le développement, mais toutes mes recherches, en tout cas, étaient orientées vers les métiers de l'IA et autres. Donc, et par la suite, je suis devenue ingénieur IA. Donc, la formation continue est essentielle. Ibrahim l'a dit tout à l'heure, les choses évoluent de façon très rapide. Donc, il faudra vraiment suivre la course pour être vraiment à jour sur ces technos-là, sur les tendances, sur les changements, parce que l'IA supprime certains métiers donc, et d'autres métiers naissent. Donc, il faudra vraiment se positionner et suivre la course pour savoir là où les choses sont actuellement. Et donc, il faudra vraiment également faire du networking, donc intégrer les communautés donc pour voir ce qui se passe partout dans le monde. Et donc, intégrer des communautés comme Galsen AI et autres, donc où on partage beaucoup de tips dans le domaine de l'IA. Et donc, pensez à créer de l'IA pour l'Afrique et pour les Africains parce que jusque-là, les IA qui existent ne sont que pour les Occidentaux et on n'a pas encore un IA digne de son nom qui est pour les Africains. Donc, l'innovation commence par l'apprentissage. Et donc, c'est ça qui met fin à ma présentation. Donc, Mariama, donc, je te laisse la main pour me parvenir les questions ou bien je lis directement dans le chat pour les répondre. Hadi, merci beaucoup, Madame Kama, pour la belle présentation. Vous pouvez aussi répondre. Ok. Je pense qu'il y a une question qui dit lequel de ces métiers est compatible avec le secteur agricole. Pour ça, ça dépend de ce que vous voulez résoudre dans le secteur agricole. Donc, dans le secteur agricole, on peut faire de l'analyse des images. OK? On peut créer des robots autonomes qui font de l'arrosage. Donc, tout dépend de ce que vous voulez créer, de ce que vous voulez mettre en place. Généralement, pour ce cas-là, des compétences en computer vision seraient utiles. Donc, si vous voulez mettre en place, par exemple, un agent qui, vous lui donnez, par exemple, des images du sol, des feux, il vous fait une analyse. Donc là, par exemple, vous pouvez créer une solution qui est basée sur du Gen AI. Et donc là, vous faites appel à vos compétences. Vous considérez comme un Gen AI ingénieur pour mettre en place cette solution-là. Donc, tout dépend de ce que vous voulez vraiment mettre en place. Donc, et c'est ça qui décrit, en tout cas, le métier auquel vous devez faire appel, en fait.
Je pense que ça répond à plusieurs questions aussi qui demandent par rapport à d'autres domaines. Donc, je pense que cette question. Oui, oui, il faudra juste regarder le problème qu'on veut résoudre et en fonction de ça, euh, généralement, les données même nous disent donc quelles compétences faut mettre en place. Donc, vous devez traiter des images. Donc, on fait appel à des compétences de computer vision. Vous traitez du texte. Donc, on fait appel à nos compétences de Gen AI ou bien de NLP Engineer. Vous traitez des données tabulaires. Donc, vous faites appel à vos compétences de ML Engineer où vous devez entraîner des modèles de machine learning classique, par exemple. Merci. Et pour ceux qui ont, je pense, demandé qu'il est un développeur, qu'est-ce que vous leur conseillez? Développeur web et mobile, tu me conseilles de suivre quelle formation? Pour les développeurs, en tout cas, je les vois de très bons profils qui peuvent évoluer de façon très, très rapide dans ce domaine de l'IA là, mais sauf que il faut être patient et bien apprendre et éviter trop, en tout cas, si vous êtes débutant dans le domaine, de trop utiliser ces IA-là pour qu'ils vous résolvent vos problèmes. Donc, prenez le temps de comprendre les bases de l'IA. C'est vrai que pour un développeur, c'est un peu facile pour lui de bricoler des choses et que ça fonctionne. Mais ce qui le différencie d'un ML engineer ou bien d'un data scientist, c'est que le data scientist, lui, le fonctionnel l'intéresse, mais généralement derrière comment ça fonctionne l'intéresse plus que vraiment l'existant, comment ça fonctionne. Donc prenez le temps de prendre les bases, ok, et de d'avoir l'aptitude d'interpréter les résultats que vous voulez, que vous allez avoir maintenant avec vos compétences de développement. Donc ça sera vraiment très facile de développer quelque chose qui est fonctionnel et qui est testable. Ok. Pour un profil économiste financier, Oui, allez-y. ok. Bon, tu peux me donner des questions aussi, Mariama. Pour un profil économiste financier, donc là aussi, ça dépend de ce que tu veux exploiter, hein, parce que les économistes, ils ont en possession de données tabulaires, je pense. Donc, tout dépend de ce que tu veux mettre en place. Mais oui, une formation en IA, la certification en IA là, qui regroupe, je pense que la certification en IA qui regroupe les bases de l'IA. Donc, on te montre comment on traite les données tabulaires. Donc, il y a le deep learning qui est dedans. Et dans le deep learning, donc, vous avez le NLP et le computer vision. Donc, il y a même une autre certification où vous avez le Gen AI. Donc, vraiment, tout dépend de vos projets futurs et de vos aspirations sur quelle chose vous voulez travailler dans le futur. Mais oui, cette certification en IA vraiment est la base pour tout le monde. Je pense tout le monde peut le faire pour avoir ces bases-là et après essayer de refaire la certification sur les LLM. Mariam, je pense que la certification sur les LLM n'est pas encore ouverte, c'est ça? Bon, oui, en fait, les cours ne sont pas encore ouverts pour Ok. on est en train de faire les lancements. Mais les apprenants ont accès aux cours. Non, pour ces cohortes-là qu'on est en train de faire le lancement, les cours ne sont pas encore ouverts. Je pense après ces webinaires, il y aura des tests et après, ils vont choisir lequel des formations ils veulent faire. Et c'est après cela qu'ils pourront avoir accès aux cours. Mais normalement, je pense d'ici la semaine. Bon, en tout cas, ça dépend. Je ne sais pas. C'est de bouiller là. Alors, il y a Ousseynou Sow qui dit, ok, d'accord, il y a Ousseynou Sow qui dit, vu le retard du Sénégal dans le domaine, mais sachez que ce retard-là est notre plus grande opportunité, en fait. C'est pas un retard, mais c'est une opportunité pour nous de pouvoir construire quelque chose fait par nous-mêmes. Donc, sinon, on va rester là à dire qu'on est en retard et ces grands providers, ils vont construire ça et venir nous vendre ça. Donc, c'est pas un retard, mais c'est plutôt un atout pour nous. Donc, il est bien de se former et de bien même se former, avoir des compétences très solides en IA même
dès maintenant. Donc, ça va permettre de résoudre évidemment ce retard-là. Donc, c'est parce qu'on manque de talent. Donc, il y a la fuite des cerveaux, donc le brain drain. Donc, les gens qui ont des expertises très solides ne veulent pas travailler dans le pays. Et donc, essayez de développer vos compétences, rester ici et régler nos problèmes, tout simplement. Oui, bon, il y a une question qui demande si ce programme permet de faire 2 certificats IA, Data Science et IA Recherche. Donc là, juste dire que pour les métiers que Khadia a présentés, si vous voulez les suivre, il y a 2 certificats qui vous permettent de le faire, soit le certificat IA ou bien le certificat LLM. Bon, on a aussi le certificat IA pour tous. Si vraiment vous êtes vraiment débutant dans l'IA et que vous n'avez aucune base pratique et autres. Maintenant, si vous, après le certificat IA, vous pouvez voir lequel de ces métiers vous pouvez faire. Donc, il n'y a pas un certificat data scientist ou un certificat AI recherche, mais c'est à l'issue du certificat IA, Computer Vision et NLP. Donc, vous pouvez choisir, opter pour l'un de ces métiers ou bien le certificat LLM, vous pouvez opter pour les métiers liés au LLM. Donc, juste une précision, il n'y a pas de certificat data scientist ou AI recherche au sein de Forcené. Je pense que c'est aussi pareil pour beaucoup d'écoles de formation. C'est soit de l'IA qu'on vous apprend en général ou bien les LLM. Et à l'issue de ces certificats, vous pouvez voir quel métier vous voulez exercer parce que vous aurez déjà les compétences de base. Maintenant, c'est à vous d'approfondir selon la spécialité que vous choisissez. D'accord, ok, c'est clair, Mariam. Donc, je vois beaucoup de personnes qui présentent leur domaine actuellement et qui disent quelle formation suivre. Je pense actuellement la tendance est les IA génératives. Donc, allez voir un IA, expliquez-lui votre domaine d'expertise et vous lui dites quelles sont, par exemple, les choses que je pourrais développer dans mon domaine d'expertise et qui sont pertinents et qui solvent un problème vraiment donc un problème qui mérite d'être résolu, disons. Donc, il va vous faire des propositions et vous essayez d'être un peu critique par rapport à ce qu'il vous propose. Mais la chose que je vous recommande est qu'aujourd'hui, on veut tout le temps utiliser les LLM pour résoudre nos problèmes, alors qu'il y a toujours le machine learning classique qui est là. Donc, si vous avez vraiment des données tabulaires, donc qui sont bien organisées et labellisées, donc vous pouvez essayer d'abord avec les modèles de machine learning classiques pour résoudre vos problèmes parce que le déploiement et l'utilisation de ces LLM-là, ça coûte trop cher. Et c'est l'utilisation des modèles ML classiques, c'est epsilon par rapport à ce que vous payez sur l'utilisation des LLM. Donc, c'est des questions qui sont un peu difficiles à répondre. Donc, tout dépend, en tout cas, de la problématique que vous voulez résoudre. Donc, dans un domaine spécifique, donc, il y a beaucoup de problématiques à résoudre. Donc, si le problème est trop complexe, là, vous pouvez développer des agents qui gèrent ça. Donc, si c'est un problème d'image seulement, donc, essayez de créer votre modèle de computer vision. Donc, si c'est un autre problème, donc essayez de faire quoi que ce autre chose. Donc, on doit faire IA. Oui, on doit faire IA avant d'approfondir les. Non, je pense que IA et data scientist, c'est quelque chose, c'est deux profils un peu différents. Le data analyst, lui, il ne fait pas des prédictions, donc il manipule, il donne des tendances. Donc, généralement, il fait parler juste la donnée, mais il ne fait pas l'inférence, en fait. Et le data scientist, l'IA ingénieur, je veux dire, donc l'IA ingénieur, donc son travail est beaucoup plus sur la conception d'algorithmes qui sont censés faire de la prédiction ou bien de la génération. Donc, par exemple, vous avez, par exemple, un document Excel qui contient les salaires de tous les Sénégalais. Donc, j'imagine si vous verrez le salaire de Mariam, donc vous allez tout le temps faire la queue devant sa maison. Et donc, le data analyst, lui, ce qu'il fera en ce sens-là,
il va juste essayer de visualiser et de voir, par exemple, par tranche d'âge, donc par genre, quelles sont les personnes qui ont un salaire beaucoup plus élevé, beaucoup plus bas, quelles sont les zones où les salaires sont plus élevés et plus bas. Donc ça, c'est vraiment de l'analyse statique. Maintenant, le AI ingénieur, par exemple, pour vous donner une idée de ce qu'il va faire, lui, au-delà de faire cette exploration-là, il va aller même au-delà, il va essayer de prédire, essayer de prédire mon salaire dans 2 ans, dans 3 ans. Donc, et ça, c'est une probabilité. Donc, généralement, il y a une étape où leurs compétences se croisent, c'est la partie exploration des données. Tous les deux font de l'exploration des données, sauf que le data analyst, il se limite à l'exploration et à la visualisation, et le data scientist, lui, il explore et crée un modèle qui permet de faire des prédictions ou bien de la génération. Donc, on peut ne pas être vraiment data science, AI ingénieur et être data analyst. Mais un data scientist, un AI ingénieur, devenir data analyst, donc, ne serait pas trop difficile, mais c'est un peu différent parce qu'il utilise des outils comme Power BI, donc le langage DAX, donc que le AI ingénieur n'utilise pas généralement. Lui, il est plus focus sur les frameworks Python et voilà. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Toum Nayal, oui. Mariam, on continue le programme avec l'avènement de l'IA qui est orienté sur le Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent Il y a beaucoup de questions, Mariam. il y en a beaucoup, surtout par rapport à l'IA et le data analysis. Je pense que comme on l'a expliqué, c'est vraiment deux trucs, on peut dire, différents et distincts. Donc, voilà. Donc, le data analyst, il y a un certificat pour devenir data analyst. Et si vous voulez aussi exercer l'IA aussi, il y a des certificats aussi, des certificats IA que vous pouvez suivre aussi. Ok, et juste un conseil pour ceux qui ne veulent pas vraiment vivre trop de pression durant toute leur vie. Moi, si je devais encore choisir un métier, Mariama, j'allais choisir le data analyst en tout cas. Et c'est en tout cas, c'est un métier qui est très bien demandé dans les banques, okay, dans la fintech, où on a besoin de vraiment de faire de l'analyse, de voir les tendances, de pouvoir se mesurer par rapport à nos concurrents et de se positionner. Donc là, on ne fait que de l'analyse en fait. Et généralement, ils trouvent très facilement de postes que le data scientist parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes, beaucoup d'entreprises, par exemple, en local ici, qui font de vrais l'IA en fait. Donc, dans la plupart du cas, donc, ils ont besoin de data analystes, de data ingénieurs, mais rarement de data scientists en tant que tel. Mais avec les petites startups, oui, on voit de plus en plus le besoin. Là, je vois une autre question tout en bas qui demande s'ils n'ont aucune connaissance en IA ou compétences techniques. Donc là, comme j'ai dit au début, il y a le certificat IA pour tous et il y a les certificats aussi traitement de données. Donc, il y a le certificat traitement de données niveau 1 qui ne demande pas de prérequis techniques ou bien que vous connaissez Excel ou autre. Donc, le traitement de données niveau 1, c'est comme faire de l'analyse de données avec Excel. Donc, là-bas aussi, c'est vraiment partir de c'est quoi Excel. Si ce n'est pas installé, vous guidez sur l'installation et aussi vous expliquer les opérations basiques de Excel. Et après cela, il y a aussi traitement de données niveau 2. Donc, toujours avec Excel, mais plus avancé. Donc, là-bas, il y aura de la pratique. Donc, si vous avez des bases en Excel et autres, vous pouvez opter pour ça. Donc, toutes ces informations vous seront expliquées dans les webinaires à venir. C'est pour ça que je vous prie vraiment d'y assister parce que ça va vraiment vous aider à mieux définir selon vos compétences actuelles et vos aspirations professionnelles quel certificat je devais choisir. Donc, vraiment, je vous aspire à assister aux prochains webinaires qui vont parler plus en détail des certificats, des prérequis et des contenus, des compétences aussi que vous pouvez espérer avoir à la sortie, qui vont vous guider à choisir le métier que vous voulez faire. Je pense...
C'est bon, Mariama. Je réponds juste à la dernière question de Ousseynou qui demande est-ce qu'on pourra créer nos propres IA à la fin? Oui, bien évidemment. Donc, on a parlé de fine-tuning et autres. Donc, à la fin de la formation, normalement, de la certification, normalement, vous devez être en mesure de créer vos propres IA si vous suivez bien les cours et les sessions de mentorat. Et si on ouvre également la certification sur les LLM, là, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été partagées là-bas pour pouvoir créer vos propres solutions IA basées sur les LLM, que ça soit les LLM sur les clouds ou bien que vous fine-tunez vos propres LLM. Donc oui, la réponse est oui. Donc l'idée, c'est vraiment de vous donner toutes ces compétences-là, que vous puissiez concevoir vos propres IA, les adapter par rapport à vos domaines, à vos langues, à des use cases spécifiques en fait. Oui, merci Khadi. Peut-être si vous avez vos derniers mots, recommandations. Merci beaucoup encore. Donc, je m'excuse encore pour le retard et pour le désagrément sur le souci avec le son. Donc, souvent, le réseau n'est pas trop top. Donc, je pense que les derniers mots, ça sera si vous êtes inscrit à une certification, donc essayez de suivre bien les cours. Et je ne sais pas si vous le connaissez ou pas, utilisez l'outil Notebook LM pour compiler toutes les ressources qui sont partagées, d'en faire des résumés. Donc, je pense que le Notebook LM est l'outil idéal donc, que vous devez coupler avec cette certification-là pour vite fait comprendre toutes les ressources qui ont été partagées. Donc, vous voyez la plateforme, comment elle est structurée. Donc, vous avez des vidéos, vous avez des liens qui rédigent vers des blocs et autres. Donc, j'imagine que c'est un peu difficile de venir lire, écouter chaque vidéo, donc lire chaque bloc. Donc, vous pouvez regrouper tout dans Notebook LM et essayer de créer vos propres résumés. Et après, si vous avez compris les concepts globaux, donc allez sur Google Colab. Donc, si vous avez une très bonne machine, je veux dire, donc installez tous les outils nécessaires et commencez à pratiquer. Et il faut beaucoup pratiquer et bien pratiquer et ne sautez pas les étapes. Donc, faites tout pour maîtriser les bases, les concepts clés. Donc, en intelligence artificielle, il y a un aspect qui est très, très important, c'est la maîtrise des termes techniques. C'est très important pour un ingénieur IA. Donc, faites l'effort de bien maîtriser le jargon de l'IA avant même de progresser dans les trucs pratiques et autres. Donc, je pense que c'était tout pour les conseils, Maria, moi. Et je remercie beaucoup aux apprenants pour leur présence et je vois qu'ils sont très intéressés par ce domaine-là. Merci beaucoup à toi aussi, Khadi. Merci. Et les réponses claires que vous avez apportées aux questions aussi. Merci. Donc, chers apprenants, nous vous donnons rendez-vous au prochain webinaire qui vous détailleront les différents certificats, les contenus, les prérequis, les compétences à la fin. Donc, merci à tous. C'est Nabou, si vous êtes là, vous pouvez arrêter aussi l'enregistrement. Merci Mariama, merci Khadi. Allez, au revoir.